Le 3 septembre 1939, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne, qui avait elle-même attaqué la Pologne 2 jours plus tôt. Le 7 septembre, les troupes françaises pénètrent en Allemagne sans rencontrer de résistance. Après une percée de 8 km, l'état-major français décide de s'arrêter, puis quelques jours après de se replier derrière la ligne Maginot. Là commence ce qu'on a appelé la drôle de guerre. Aucune opération militaire n'est lancée de part et d'autre, jusqu'au 10 mai 1940, où les troupes allemandes envahissent les Pays-Bas, la Belgique et atteignent rapidement les frontières nord de la France. 9 jours plus tard, un premier bombardement vise Clermont. Après avoir recueilli des réfugiés belges, puis des réfugiés du nord de la France, ce sont les Clermontois qui à leur tour s'enfuient sur les routes, souvent sans destination précise. Le 21 mai, l'ordre d'évacuation est donné par la mairie. Ces mouvements de population paralysent encore davantage le déplacement des troupes. C'est l'exode. Mes grands-parents sont partis en exode. Je crois me souvenir que c'était en Vendée. Mes parents ont dû rester à l'époque dans le Clermont. Et bon, moi, après, je me souviens plus de tous ces événements-là parce que j'étais vraiment très jeune. Donc, on a évacué et c'était des trains qui avaient eu des bêtes dedans. Hein. C'était que de la paille à Clermont. C'était des trains vraiment à bêtes. Donc, on est arrivé à la Bernerie. Et à Bernerie, on a été franchement bien accueillis par les personnes. Mais il y avait quand même des Allemands là-bas, à la Bernerie. Et ils nous apportaient des bonbons, des gâteaux. Et ma mère ne voulait pas qu'on les mange, elle avait peur qu'ils soient empoisonnés. J'ai donc été soignée, opérée à l'hôpital de Creil. À l'hôpital de Creil, et à l'hôpital de Creil, donc il y a eu un bombardement. Le camp, comment on appelait ça, un camp français, là, qui était français, qui a été bombardé. Et quand, évidemment, comme ils l'ont bien atteint, ce camp, il y a eu beaucoup de blessés, et que tous les blessés sont arrivés à l'hôpital de Creil. Et puis, je ne sais pas si c'est le jour même ou le lendemain, je ne sais pas, il y a une ambulance donc, qui m'a ramenée à Hercury. Puis on est parti, le premier arrêt ça a été à Mouy, je me rappelle. Alors nous sommes arrivés là-bas le soir. Et alors évidemment, comme moi j'avais le ventre ouvert et que j'avais eu une perforation d'intestin, il fallait que je mange que des légumes cuits. La première chose que nous avons eu à manger, c'était une boîte de haricots, rouges même. Évidemment, j'ai pas mangé. Et puis alors on a couché dans la voiture. Une chose qui m'avait frappée à la Bernerie, c'est qu'il y avait une autre personne de Clermont, une jeune fille, enfin elle était beaucoup plus grande que moi. Il y a eu tout le temps des cadavres qui arrivaient sur la plage. On était près de la plage. Et nous, on les comptait. Et c'est drôle, c'est quelque chose qui... Ça nous faisait pas peur. C'est incroyable, hein. On a évacué alors en juin 40, on a évacué jusque dans les Landes. Pour le lendemain, voir arriver les Allemands. Et puis après, on a été coincés... parce que c'était encore un oncle aussi ma mère et moi qui nous avait emmenés. Et en remontant, on a été coincés à Bellac pendant 6 semaines parce qu'on n'avait plus d'essence pour remonter. Puis c'était la limite de la frontière, la ligne de débarcation, là, c'est ça. Hein. Alors on a été hébergés par des fermiers, on couchait dans une grange où il y avait des rats, il y avait... Avec cet oncle-là, on a eu la chance, parce qu'il prenait des petites routes. On a eu la chance de ne pas être mitraillés, bombardés. Alors là-bas, on couchait dans un espèce de hangar. Alors, comme il n'y avait que 2 lits, nous étions 5. Alors maman couchait au pied, puis mon frère et moi, on couchait à la tête du lit. On ne peut pas faire autrement. Hein. Puis voilà, puis quand on est remonté, et puis qu'on est revenu à Clermont, on n'a plus rien retrouvé dans la maison parce que ça avait été pillé. On a vu la maison pillée.
l'argenterie, enfin le linge, tout ça, des meubles qui étaient partis. Pendant la guerre, nous avons évacué, bien entendu, comme la plupart des gens. Et nous avons fait, je crois, 3 étapes. Mon père était optimiste. Nous sommes d'abord allés en Normandie. Les Allemands nous ont arrêtés très vite. On n'est pas resté plus de 3 ou 4 jours en Normandie. Puis nous sommes allés dans le Yonne. Les Allemands nous ont encore rattrapés. Et finalement, nous avons atterri dans le sud, à Carcassonne, la ville où ma mère avait des origines et où son père avait été localement petite vedette de la musique. Donc nous avons terminé cette course à Carcassonne. Et c'est là d'ailleurs que je passe mon bac avec l'oral à Norbanne. Et décalage énorme après l'horrible défilé des réfugiés, des mitraillas sur les routes, la joie de vivre qu'on trouvait encore dans ces Viennes du Midi qui n'avaient rien connu de la guerre. C'est le 10 juin 1940, soit un mois jour pour jour après l'invasion des Pays-Bas et de la Belgique, que l'armée allemande fait son entrée à Clermont. Le 17 juin, le maréchal Pétain, devenu chef du gouvernement, informe les Français qu'il demande armistice à l'Allemagne, lequel est signé 5 jours plus tard en forêt de Compiègne. C'est à partir de cette date que la moitié nord de la France, la zone occupée, est inféodée au Troisième Reich. 1,5 million de prisonniers français restent en Allemagne. La France doit pourvoir à l'entretien de l'armée d'occupation. Dès lors, de nombreuses difficultés dans la vie quotidienne apparaissent pour la population. Suspension de toute liberté, difficultés d'approvisionnement, pénurie de nombreuses matières premières réquisitionnées par l'occupant. Le maréchal Pétain abolit les institutions républicaines et instaure un régime autoritaire collaborant tragiquement avec l'occupant nazi. Il faut dorénavant s'habituer à l'uniforme allemand dans les rues des villes françaises et au drapeau nazi décorant les commandantours, ces centres de commandement militaire du Reich. Le 11 novembre 1942, les troupes du Reich envahissent entièrement le territoire français. Non, sur Clermont, bien entendu, je crois, on était parti en juin, et nous devons revenir vers fin septembre, début octobre. Pendant cette période, mon grand-père avait tenu le bistrot de mon père, enfin, il était présent dedans, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de vols et de déprédation. Et bon, on a repris une vie assez normale. Et là, je découvre, dans cette fameuse rue de la République, le défilé des Allemands avec leur chant habituel, qui est la première émotion forte que je retirais de l'occupation. C'est dans la rue de la République qu'ils défilent en chantant. Notre maison avait été réquisitionnée. On devait coucher donc un officier allemand. Mais ce qu'il y a, c'est que nous n'avions pas de chauffage. Et alors, comme on n'avait pas de chauffage avec maman, elle descendait un matelas et on couchait dans la cuisine. Mais lui, le pauvre, il avait froid. Je ne sais même pas du tout comment il a pu faire sa toilette. Enfin bref, j'en sais rien. Je ne me rappelle pas du tout. Et puis après, je ne sais pas si c'est lui qui est parti et si c'est le procureur, qui n'est pas resté longtemps non plus, qui est venu donc là coucher dans le salon. Et ce procureur, il est resté quand même assez longtemps parce que le soir, comme il avait froid, il venait avec nous dans la cuisine. Et puis, il parlait un petit peu français. Puis alors, un jour, on dînait. Alors lui, évidemment, il avait dû dîner je ne sais où. Et puis, je ne sais pas, maman, elle a ouvert une bouteille de cidre et puis il a tout reçu sur son costume. On aurait cru qu'elle l'avait fait exprès. Elle a ouvert le truc, il a tout. Enfin, c'est l'anecdote. Et si on a eu donc l'adresse de papa, puisqu'il avait été donc fait prisonnier, il faisait partie des 27e régiment des travailleurs, c'était ça, hein, 27e régiment des travailleurs. Et puis voilà, je ne me rappelle plus où il a été fait prisonnier. Enfin, en Alsace. Et c'est grâce à lui on a su où il avait été fait prisonnier. Si, ce qui était impressionnant, c'était là-haut, à la commandanture, là-bas, en haut, où est la caisse d'épargne maintenant. Là, c'était la commandanture. C'était impressionnant de voir
Parce qu'il y avait toujours des soldats qui montaient la garde devant la porte, là. Mon père était une petite notabilité locale. Hein. Le Café de la République était un meeting point. Bon, on y voyait beaucoup de gens. Et donc, il était un peu au courant de ce qui se passait dans la ville. Donc, si les Allemands demandaient à mon père des renseignements, parce qu'ils savaient que ce café brassait un peu toutes les catégories de population de la ville, et notamment bon, les petits notables. C'est une des raisons pour lesquelles ils allaient solliciter parfois l'avis de mon père sur des questions dont j'aurais préféré qu'il ne s'occupe pas. Pour avoir du beurre, il fallait faire la queue, pour tout. Et je sais que par le marché noir, mes parents arrivaient à avoir du poulet. Je sais qu'une fois par mois, on mangeait du poulet. Le pain était noir, les pâtes, elles étaient noires. Et puis on avait la chance, mon père, quand il a fait du jardin, puis des lapins, des poules, tout ça. Alors tous les soirs, fallait que j'aille à l'herbe pour les lapins. Après, pour les pommes de terre, il y avait les dorifores. Ce qui changeait dans la vie quotidienne, c'est qu'on n'avait pas beaucoup à manger. Hein. Moi, je me rappelle de maman, je ne sais même pas du tout comment est-ce qu'elle avait pu avoir des betteraves. Peut-être par grand-père gosse, je ne sais pas. On avait épluché une lessiveuse, enfin la contenant d'une lessiveuse, des betteraves sucrières, quoi, pour faire du sucre. C'était infect. Alors donc elle a fait cuire ça, enfin ces betteraves dans cette lessiveuse, enfin les lessiveuses, on faisait bien sûr la lessive, mais d'ailleurs ça devait, je sais pas, ça devait sentir aussi, enfin bon, je ne sais pas du tout. Enfin toujours est-il que le jus marron qui est sorti de cette lessiveuse, c'était infect. On n'a jamais pu manger le sucre qu'avait fonctionné maman. Ben non, on manquait de sucre. Nous, on avait de la chance parce qu'il y avait monsieur et madame Lagru qui étaient en face, et de temps en temps, ils nous donnaient un petit peu de viande en plus. Mais évidemment, on manquait de pain, on manquait de tout. Hein. On mangeait pas beaucoup, on n'avait pas beaucoup à manger. Puis alors, on avait froid, et surtout ça, surtout l'hiver. Je suis odieusement privilégié, d'une manière scandaleuse, puisque mon père est copain avec le boucher, il est copain avec le fruits et légumes, il est copain avec le BOF, il est copain... Bon. Donc, nous n'avons jamais manqué de rien. Et qui plus est, alors plus tard, lorsque il va être épicier en gros, alors le scandale, c'est que les morceaux de sucre, les paquets de sucre, de conserve dont on m'abreuve, fait que, même dans les lycées parisiens, moi je distribue du sucre et des conserves, et ceux qui s'habitent en Normandie me disent qu'il faut du beurre. Je n'ai jamais, ça c'est, je suis pas fier de ça, jamais manqué de quoi que ce soit. Sur le plan alimentaire, hein. Sur le plan intellectuel, beaucoup plus. Sur le plan alimentaire, je suis un privilégié. Je sais qu'une fois, il y a eu, avec mes parents, on écoutait Londres, et puis d'un seul coup, on a vu arriver un soldat allemand dans le jardin. Mon père, tout de suite, il s'est précipité pour fermer le poste. Ben moi, mes parents avaient une droguerie. À l'époque, ça se faisait encore, les drogueries. Maintenant, non, plus tellement. On avait une droguerie rue de la République, dans le bas de la rue de la République. Et les Allemands, au pas de loi, montaient pour aller jusqu'à la place de l'hôtel de ville. Et puis je trouvais que ça avait de l'allure, c'est vrai. Alors un jour, hop, je suis sortie de la boutique de maman, parce que mon père, malheureusement, il était prisonnier. Je suis sortie de la boutique et hop, j'ai fait le pas de loi comme les Allemands. Mais ça ne plaisait pas tellement à maman. Hein. Alors donc, elle m'a rappelé, et puis mais je voulais pas du tout, moi je trouvais ça drôle. Et enfin, malgré tout, il a bien fallu que je rentre de nouveau dans la droguerie, parce que ça faisait pas très chic. Les grandes maisons étaient donc réquisitionnées pour loger donc les officiers.
On peut dire que les soldats allemands étant habitants et logeant, couchant, enfin, dans ces maisons, ben, s'il y avait des jeunes femmes, bon, ben, il pouvait y avoir une relation. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Parce elle avait 20 ans. Et c'est une belle fille. Alors elle a eu une relation avec un officier allemand et elle s'est aperçue qu'elle était enceinte. Et donc elle ne pouvait garder ce bébé pour elle et pour sa famille. Et elle est allée sur Paris pour trouver une faiseuse d'ange. Et donc elle a perdu le bébé et elle a décédé. Enfin, elle n'a pas perdu le bébé, elle est décédée suite à l'intervention. Nous allons vivre une occupation qui est une occupation douce. Il n'y a pas de résistance forte, il y a donc peu d'arrestations, il y a bien entendu des délations, comme partout. Et là, malheureusement, je regrette un peu que mon père ait prêté une oreille un peu attentive, bon, à toutes ces... C'est une des choses les plus horribles, les délations. Bon. Le fait que, à cette époque-là déjà, on trouve des gens qui dénoncent leurs voisins en pensant qu'ils nous rendent service à la patrie. C'est horrible, c'est dégueulasse. L'humiliation nationale que représente la signature d'un armistice le 22 juin 1940 à Retonde, en forêt de Compiègne, dans le wagon même où fut signée la fin de la Première Guerre mondiale, n'est pas admise par un petit nombre de Français. Certains rejoignent à Londres le général de Gaulle. Ils forment les forces françaises libres. D'autres entrent dans des réseaux clandestins de résistance, dont les actions seront le renseignement, le sabotage, la production de faux documents, la diffusion d'une presse libre ou encore la création de filières pour passer à l'étranger toute personne persécutée. Les différents réseaux de résistance sont unifiés le 1er février 1944 au sein des forces françaises de l'intérieur. On estime qu'environ 2% de la population française a appartenu à un réseau organisé. La place Jean-Léonie et Guy Corroyer, les rues Georges Lesage, Henri Hérald, Bernard Laurent, Marcel Duchemin et Paul Louis rendre hommage à ces héros qui, à Clermont, ont sacrifié leur vie pour notre liberté. La milice va arrêter la famille Corroyer et cherche en tout cas Jean Corroyer, le chef de famille, l'un des résistants de la ville. Vous pouvez nous raconter, vous avez été un témoin de cet épisode tragique? J'étais en témoin à partir du moment où on a été réveillé par les coups de feu. Donc tout le monde est descendu, je ne me souviens pas, les jours sont longs, donc il fait clair très tôt. Est-ce que c'est 7 h du matin, est-ce que c'est 6 h 30 à une demi-heure près, je ne sais pas. Bon. Mais bien entendu, tout le monde sort à partir du moment où on entend les coups de feu. Et bien entendu, les voitures de la Gestapo, je sais plus, de la Gestapo, ou de la gendarmerie, je ne me souviens pas, bon, qui est là. Autant que je me souviens, il y a 2 voitures. Bon. Et là, on sait qu'il vient d'être abattu juste en face de chez moi. Et je verrai sortir Madame Corroyer et son fils, et dont j'ai oublié le prénom, mais qui est un copain. Guy, oui. Je le vois sortir, c'est horrible. Livide, enchaîné, enfin, menotté, et embarqué, et bon, tout le monde assiste, enfin, les commerçants du quartier. Et au premier rang, bien entendu, mon père, sur qu'on habite en face. Mon père a une attitude assez digne à cette époque. Il n'a pas été de ceux qui disent bon, bah, il n'avait qu'à rester tranquille. Une attitude plus digne. Au moins 1 fois ou 2 par semaine, on le voyait passer en vélo, qui s'en allait par là vers Ramecourt. Et on se disait, tiens, il s'en va peut-être au ravitaillement, ou
Ça, je me rappelle de le voir passer en vélo. Et de... Non, et de... Quand il y a eu le... Quand les Allemands l'ont arrêté, l'ont fusillé, quoi. C'est vague, là, pour ça, moi. Ah. Ben, mon père avait construit un manège d'avion. Ici. Qui était à l'exposition de Paris. En 1937. Et là, il y a des autorités anglaises qui sont venues le voir pour qu'il aille dans un parc d'attractions en Angleterre. Southend-on-Sea, sur les bords de la Tamise. Et donc il a été là-bas, on a été là-bas en Angleterre. Et donc après il y a eu la guerre et mon père, j'avais 17 ans à l'époque. Comme les Allemands avançaient rapidement en France, il dit, je retourne voir ta mère, je reviendrai te chercher. Mais il n'a pas pu venir me chercher parce que la France était capote. Impossible de retourner en Angleterre. Donc je suis resté seul en Angleterre. Il a fallu que je me débrouille. Et puis je me suis engagé dans les forces françaises libres, dans l'aviation. Et ma mère a fait, comment on appelle ça, faisait des cartes d'identité, des fausses pour des gars qu'elle planquait dans la sous-préfecture. Ça s'est jamais su parce qu'elle ne voulait pas, et puis comment les gars, elle ne faisait pas pour les gens de Clermont, elle faisait pour un réseau qu'il y avait à Orgérus, je ne sais pas, je ne sais même pas quel pays que c'est. Comme on s'engageait, on avait le droit de choisir son arme. Donc c'était l'aviation, oui. Et ils m'ont envoyé d'abord en Angleterre, à Cambridge exactement, les premiers pas dans l'aviation, premier solo en particulier. Après ça, ils m'ont envoyé au Canada pour faire le course. Il n'y a pas un mec qui s'appelait Tanguy. Tanguy, Que j'ai connu. Peu, mais j'ai connu, bien sûr. Et qu'on a un peu tenu à l'écart après. Je me souviens. Et, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour lui donner le moins d'importance et l'écarter le plus possible de la mairie. C'était la peur des communistes. 20 ans par là, 21, 22 par là. La première mission, je crois bien que c'était autour de Caen, Mondeville, autour de Caen. C'était une concentration de chars allemands. Et en rentrant, on avait un télégramme de félicitations du commandant canadien des troupes au sol. On avait bien tapé sur les chars allemands et ils ont pu avancer. Alors qu'ils étaient coincés là autour de Caen depuis un moment. Hein. J'ai été recruté au lycée, bon, par des camarades, peut-être, je ne sais plus, une dizaine. Bon, je ne les connaissais pas tous les hein. Et on m'avait chargé de mission. Ma mission, c'était d'aller repérer des terrains d'aviation dans la zone de Clermont. Et j'avais repéré un truc qui pouvait convenir, effectivement, à des parachutages. Et bon, j'étais chargé de transmettre les plans quand je me suis fait arrêter. Et mon père m'a délivré au moment où ceux qui m'avaient arrêté, enfin le gendarme, je crois, me conduisaient à Compiègne. Ces relations que je considérais comme douteuses avec les autorités allemandes
lui ont permis, en disant mais non, il se promenait, enfin, je sais pas ce qu'il a raconté. Je crois que j'ai été libéré. La ville de Clermont, je vois bien qu'à cette époque-là, je ne verrai que le week-end. Bien entendu. Ce qui va me sauver lorsque le petit groupe de résistance auquel j'appartenais est obligé de s'enfuir. Et ça se passe un samedi. Je ne suis pas à Paris. Et quand je rentre à Paris et que j'apprends que mes amis ont été obligés de foutre le camp, il y en a un qui laissera sa peau d'ailleurs, avec un autre de mes copains, on va se réfugier dans un jardin dans les bords de la Marne, à Gournay. On va rester, je ne me rappelle plus, au moins un mois, à se terrer, de manière à ce que là, on ne puisse pas nous retrouver. Et je ne quitterai ce jardin que pour rejoindre Clermont en traversant les lignes. Et bon, il y a immédiatement derrière un bombardement, très peu de temps après. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'aviation devient une arme stratégique de grande importance. Associée aux blindés, elle a été utilisée efficacement par l'Allemagne en 1940 pour mener sa guerre éclair. Sous l'occupation, l'aviation devient l'arme de choix des pays alliés qui poursuivent le combat. Bombardements sur l'Allemagne, mais aussi bombardements sur des cibles stratégiques en France, bases navales, usines, centrales électriques, réseaux ferroviaires, nœuds de communication. Dans l'Oise, Saint-Leu-d'Esserand, base des bombes volantes appelées V1, lancées sur l'Angleterre, est ainsi souvent la cible de bombardement. Après le bombardement allié sur les plages normandes du 6 juin 1944, les bombardements vont préparer et accompagner l'avance des troupes alliées. À 6 reprises, des bombardements légers touchent le Clermontois, essentiellement près des voies ferrées. Mais le vendredi 25 août 1944, jour de la libération de Paris, la Royal Air Force décide de cibler l'usine de la Belle-Assise, utilisée par l'occupant comme centre de ravitaillement de ses troupes armées sur une partie du département de l'Oise. On relèvera 46 morts dans la population clermontoise. Vous savez, entre le briefing et le départ, il n'y a pas longtemps, le briefing, c'est tout de suite avant le départ. Pour nous, le principal, c'est qu'il n'y ait pas de flaque. Évidemment. Alors, il n'y en avait pas au-dessus de Clermont. A piece of cake. Mais d'après ce que j'ai compris, il y avait 2 dépôts à Clermont. Un dépôt d'armes et un de nourriture. C'était la résistance qui informait. Alors nous, on ne savait pas lequel que c'était. Hein. À ce moment-là, il y a... c'est silence radio pendant la mission. Mais au-dessus de là, à l'arrivée, on rebranche. Hein. Alors c'est... left, steady, right, steady, steady... bombing, go. Alors, go, les bombes sont lâchées. Voilà comment ça se passait. Le navigateur, il avait un appareil. Il fallait que l'objectif soit dans les 2 grilles. Pour ça que c'était là. Alors quand l'objectif était dedans, c'est là qu'il disait bombing, go. Elle vous a marqué particulièrement cette mission, justement parce que c'était pas loin de chez vous? Oui, évidemment. Ma mère était gravement malade, vous dire ce qu'elle avait, j'en sais rien, parce qu'elle devait partir à l'hôpital de Creil, elle est partie qu'après l'enterrement. Elle était complètement couchée. A envoyé donc ma sœur, qui s'appelait Irène, lui chercher sa paye. Et donc le bombardement a eu lieu entre, je sais pas, peut-être midi et demi, enfin je peux pas vraiment vous dire là. Et c'est comme ça qu'elle s'est trouvée à la Belle-Assise. Ça criait de partout dans Clermont. Hein.
Et disons que, bon, ben, ils sont venus dire à ma mère que ma soeur était décédée, mais sinon, elle était, depuis plusieurs années, elle se trouvait à Paris. Elle venait régulièrement, nous on y allait aussi, mais enfin, elle ne vivait pas tellement avec nous. Bon, donc, il fallait qu'on aille reconnaître ma soeur, automatiquement, parce que ma mère ne pouvait pas y aller. Donc ma soeur aînée, elle nous a emmenés, mon frère et moi, reconnaître ma soeur, notre soeur. Bon, tout le monde était aligné dans les draps. C'était dans 2 salles, si je ne me trompe pas. Enfin, c'était... Il y en avait, 44, je crois. Alors, vous dire, ils nous soulevaient les draps en allant. Après, ils mettaient le nom. Donc j'avais quand même aussi un troisième frère qui à l'époque avait un an et quelques mois, qui était justement dans la maison à côté, dans la maison de mon grand-père, et qui était dans un petit lit, qui dormait. Et c'est le réflexe de mon père. Ça, moi je l'ai pas vu, mais c'est lui qui nous l'a raconté et qui est allé voir tout de suite dès que ça s'est calmé. Il a foncé dans la maison d'à côté, dans la chambre, pour voir justement son fils, s'il était toujours là et tout. Et quand il est arrivé, le lit était recouvert de gravats, puisque comme les bombes avaient explosé dans les tours arrière, il y avait eu forcément des éclats, des trous, etc. Et il était couvert de gravats. Et quand mon père est arrivé, il était... sur le moment, il l'a trouvé blanc, parce que certainement qu'il y avait eu une peur. Enfin, il était couvert de poussière, etc. Et mon père a cru que... il s'est dit, ça y est, il a été tué sous les gravats. Et quand il s'est approché, qu'il s'est penché, mon frère qui s'est agité à ce moment-là, et puis bon, il l'a pris dans les bras et tout, il l'a emmené, mais par chance aussi, il n'a rien eu, il n'a pas eu de blessure ni rien, il était simplement recouvert de gravats. C'est l'heure, il est aux environs de 12h30, 13h, je ne me souviens pas, et nous sommes à table. Bon, notre maison est en bordure de la nationale. Et c'est l'heure, c'est à ce moment-là, d'un convoi militaire allemand important, qui dure déjà depuis un moment. Et je suis simplement je dirais, surpris par la première vague de bombardement, qui tombe pas très loin de chez nous, mais pas chez nous. Et c'est très rapide. On est à table, on descend dans la cave, bon, et 2 minutes ou 3 minutes après, deuxième vague, et là, la maison, comme la maison voisine est très abîmée, il y a des morts, et 2 minutes après, la maison reçoit de bombes et des tranchées. Alors, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Le choc, l'émotion, et puis, je me souviens encore, bien sûr, quand on est sorti, les Allemands qui couraient partout, et qui s'étaient réfugiés dans les maisons voisines, où ils ont eu des pertes. J'avais en tête que ce bombardement avait fait 100aine de morts, je n'avais pas cette précision, à peu près Anf, la moitié allemand, la moitié français. Et mes voisins sont morts. Et il y a eu plusieurs morts à côté de chez moi, les maisons voisines. Quand on est sorti de notre toit, pleine de fumée, bien sûr, et je suis sorti dehors, les bombardements étant terminés, les escales étant parties, on a découvert des blessés, des morts. L'horreur. Et je n'autorise pas à me dire, mais l'émotion était tellement forte que je ne me souviens pas avoir eu une larme quelconque, une émotion devant tous ces morts. Horrible.
Bah oui, alors c'était le 25 août. Je sais que c'était un vendredi. Et avec mes parents, on allait se mettre à table. Il était à peu près midi et demi. Et on allait se mettre à table. À ce coup, on voit au loin des avions. Alors on pensait que c'était, comme toujours, on pensait que c'était les avions qui allaient bombarder sur Saint-Leu. Là où il y avait la réserve de... Je sais plus, qu'est-ce qu'il y avait? Des V1, des... Oui, c'est ça. Et alors, puis d'un seul coup, on a entendu les bombes. Alors, les bombes, on est descendu dans le sous-sol, à la maison, parce que c'était qu'un sous-sol. Et après, il y a eu une vague... puis la sirène a sonné pendant le bombardement. Et on est remonté. Ma mère a juste eu le temps de refermer les volets. Et après, ça a remis une deuxième vague de bombes. Et on est redescendu dans le sous-sol. Et comme il y avait un vitrail en bas du sous-sol, mon père il a juste eu le temps de me pousser. Sinon, je recevais un éclat de bombe dans la tête. Je vois encore passer l'éclat rouge. Et c'est comme c'était des bombes soufflantes. Et puis alors après, bon bah quand on est remonté, alors je vois sur je sais qu'on mangeait des haricots verts et des côtes d'agneau. Tout était recouvert de ça de poussière, et ça sentait le chlore, ça sentait le. Alors mon père il me dit bah tu vas monter en ville, tu vas retourner. Et j'avais la chance, comme je travaillais chez Pofila à cette époque-là. Et j'avais pris une semaine de vacances. Sinon, je me retrouvais carrément à la Croix-Saint-Laurent avec tous les décès, tous les morts qu'il y a eu. Alors, je suis remonté par la Croix-Saint-Laurent, le long du mur de la propriété où on habite maintenant. Il y avait un camion allemand qui brûlait. Et tout partout, c'était rempli de cadavres. La maison des grands-parents, c'était rue Raboisson. La rue Raboisson, c'est le bas de Clermont. Ça va de chez Renault en bas de la rue des Fontaines. Bon, donc elle était redescendue. Bon, c'était la grand-mère qui faisait à manger. Et maman descendait manger. Oui, c'est comme ça que ça se passait. Et quand on a entendu les avions, bon, on avait fait, mon grand-père avait fait rentrer du bois. C'est ce bois-là qui nous a sauvés. Nous a fait rentrer du bois et il l'avait mis pour qu'il sèche, enfin, devant la fenêtre. Alors on avait la salle à manger derrière la cuisine. Il l'avait mis devant la fenêtre de la salle à manger pour qu'il puisse sécher. Et donc quand il n'y a pas eu d'alerte, il n'y a rien eu, mais quand on a entendu les avions passer et puis quand même danser leurs bombes, ça a fait du bruit, évidemment. Et heureusement que c'est ce bois qui nous a protégés. Ensuite, quand on a retiré le bois, quelques temps après, c'était plein des éclats de bombes qu'il y avait dans ce bois. C'est ce bois qui nous a protégés. Et en face de chez mes grands-parents, il y avait une dame qui avait un jardin, qui était dans son jardin, en train de travailler dans le jardin, et elle a eu les deux jambes elle s'est redressée, enfin bon, et elle a eu les deux jambes de coupées. Et moi, quand mes grands-parents, quand on est sortis pour voir ce qui se passait, eh bien, elle était là, les jambes coupées, et je la revois sur le trottoir, sans jambes, ça m'a fait peur, quoi. Enfin, c'était affreux. Puis, on ne pouvait rien faire. Et puis, il y avait un voisin un petit peu plus haut, qui était un monsieur qui partait tous les jours, à midi moins le quart, jouer à la belote dans un café en ville. C'était son habitude. Tous les jours, il y allait. Et ce jour-là, il n'est pas allé jouer à la belote, pour des raisons que je ne connais pas. Et il a été tué dans sa maison par une explosion qui s'est passée à proximité. Et bon, comme quoi, le destin. Et moi, je suis passé à travers parce qu'une bombe n'a pas explosé.
Et puis ce monsieur qui normalement n'aurait pas dû être là, bah, il a été tué chez lui, alors que bon, s'il avait été au café en plein centre-ville, du haut de la ville, bah, il serait passé à travers. Comme quoi le destin est... Moi j'étais à la Belle Assise, j'avais travaillé une semaine, j'allais pour aller chercher ma paye. Et je suis tombé au moment du bombardement, il était quelle heure 1h, je crois que c'est midi, 1h à peu près. Et à ce moment-là, il est passé des avions, je les ai comptés. Et puis d'un seul coup, brrr, on a entendu des bombes tomber. Et on s'est sauvés. Il y a une infirmière allemande machin, qui m'a pris dans ses bras pour pas être... parce que j'avais 14 ans quand même. Hein. Et elle m'a serré contre elle pour pas m'échapper. Comme elle était blessée, je me suis sauvé. Et j'ai remonté la rue jusqu'à la Vasislas Coutelier. Et là, je me suis mis dans le fossé. Et quand je me suis relevé, il y avait le bras esquinté. Quoi. Et on m'a monté comment à l'hôpital. C'est deux monsieur Cusson à ce moment-là, qui tenaient le café, le petit café. Ils m'ont remonté sur une chaise pendant un moment. J'ai vu des cadavres partout. Et comment? En continuant, on est passé dans un château. Et après, ils m'ont mis sur les brancards. Et comment? Ils m'ont monté à l'hôpital psy. Et quand on était à l'hôpital psy, on m'a allongé, tout ça, et puis c'est tout. Quoi. Après, comment? Ils m'ont coupé le bras, quoi. Et quand je me suis réveillé, automatiquement, j'ai cherché après, quoi. C'est là le plus qui m'a fait mal, c'est quand je me suis réveillé, puis que je cherchais mon deuxième bras, quoi. Et puis, sur le moment, tout le monde s'est demandé aussi ce qui s'était passé. Il y avait un trou qui était dans la toiture, dans le sol du rez-de-chaussée qui correspondait à la rue d'Amiens, et un autre trou qui était dans le plancher du sous-sol. Et tout le monde s'est demandé ce que c'était. Et bon, mes parents, mon père, tout ça, ont soupçonné que c'était une bombe qui était passée à travers tous ces planchers. Mais on ne la voyait pas. Après 4 années passées sous le joug nazi, enfin le territoire est peu à peu libéré. Partout, les mêmes scènes de liesse accompagnent l'avancée des troupes alliées. Les drapeaux sont sortis, la joie explose en public, les rassemblements, tout simplement interdits pendant 4 années, se forment spontanément. Bientôt dans chaque ville, on pense aussi à se venger de ceux qui tenaient le haut du pavé pendant ces années troubles. Vengeance, exécutions sommaires, tontes de femmes ont parsemé le pays au fur et à mesure de la libération. À Clermont, parmi les personnes arrêtées au milieu d'une foule haineuse, d'authentiques résistants extirpent Odette Legrand, commerçante que des gens soupçonnent d'avoir collaboré, alors que membre d'un réseau de résistance, elle avait hébergé chez elle à plusieurs reprises des aviateurs américains. Alors là, moi, après, la mémoire, j'ai plus ces événements, si ce n'est que par les dires de mes parents, enfin, ce qu'ils m'ont raconté après, c'est que mon père, à ce moment-là, soupçonnant que c'était une bombe, a prévenu, quelques jours après, puisque c'était la libération de Clermont, donc il y avait l'armée américaine qui arrivait, mais il a prévenu la gendarmerie à l'époque en disant « On soupçonne qu'il y a une bombe qui est passée à travers et qui est enterrée dans le sol à l'intérieur du garage. » Bon, il s'est passé plusieurs jours, donc à ce moment-là, l'armée américaine était arrivée à Clermont. Un passage aussi que je me souviens avoir vu passer les camions américains qui arrivaient, j'étais place des Clunières. Je me souviens les voir passer et tout le monde qui acclamait. Ils nous distribuaient du chewing-gum et du chocolat. Donc, nous, enfants, formidable. Et donc, peut-être 3 semaines ou un mois après,
Des Américains se sont présentés au garage. Il y avait une personne qui travaillait comme comptable dans le garage qui parlait anglais. Donc il s'est mis en rapport avec eux, puis ils ont fait comprendre à mon père que ils venaient enlever la bombe. Ils sont descendus, ils ont sondé avec une baramine, ils ont dégagé tout. Et puis ils ont dit ok, on va l'emmener. Bon. Et à ce moment-là, ils ont découvert que la bombe n'avait pas de détonateur dessus dans la partie extrême en avant. Comme dans les obus, les bombes possèdent ce qu'on appelle un détonateur, et il n'y en avait pas. Ce qui expliquait qu'elle n'avait pas explosé, mais qu'elle avait quand même traversé, c'était une bombe qui devait peser dans les 300 kilos, avec son inertie et son poids, elle avait traversé quand même les 2 planchers en béton armé, et qu'elle n'avait pas explosé, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Donc ils ont dit, ok, on va l'emmener. Ah bon? Donc ils ont demandé une grue qui servait à l'atelier de mécanique du garage. Ils ont demandé une grue qui s'appelle un col de cygne. C'est une grue qui est comme ça, avec un câble accroché au bout. Et donc ils sont descendus dans le trou. Ils ont passé un câble ou un cordage autour. Et avec cette grue d'atelier, ils ont remonté la bombe. Ils l'ont sortie par le trou. Ils l'ont chargé dans un GMC et ils sont partis avec. Ah, la libération. J'étais chez cette fameuse dame-là. Je voulais aller rejoindre ma mère et elle m'a dit non, tu sortiras pas. Elle n'était pas méchante, hein, mais j'ai su après, étant donné qu'elle recevait des Allemands. Bon, après, elle a été. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue après, mais enfin, elle a été ramassée. Moi, je voulais sortir, tout le monde chantait, et je voyais tout. Parce que en bas, c'était la boutique, il y avait un sous-sol aussi, en dessous de sa boutique. Et au-dessus, c'était l'appartement. Alors, elle m'a dit, tu regardes à travers. Je voulais ouvrir les volets, elle m'avait interdit. Puis alors, je voulais surtout rejoindre ma mère. Ah ça, qu'est-ce que j'ai pu le dire? Et laissez-moi aller vers ma mère. Et ma mère se faisait un souci terrible, parce qu'elle ne me voyait pas. Mais alors, naturellement, il y avait foule dans la rue de la République. Hein. Les chars, tout ça. Et bon, il y avait la grande fête, enfin, c'était la liesse, ça, oui, là, je m'en rappelle de ça. C'était la grande joie, enfin, tout ça. Il y a dû y avoir un bal, mais évidemment, on n'a pas été au bal. On était au lit. C'est le souvenir d'avoir vu arriver, je crois qu'ils arrivaient par la rue de Mouilly, il me semble bien, ou à ce carrefour, place des Cunières, j'étais devant le marchand de radio qu'il y avait à l'époque, enfin je crois me souvenir qu'il y avait un marchand de radio, mais c'est tout, je vois l'arrivée des camions, les soldats dessus, les gens qui acclamaient, qui applaudissaient, qui dansaient, etc. Et puis eux qui nous lançaient des chewing-gums et puis du chocolat. Bon, et puis après, je pense qu'ils sont montés par la rue de la République, je crois, pour aller à la place Hôtel de Ville. Mais ça, après, moi, c'est fugitif, ce souvenir de les avoir vus arriver comme ça, parce que, bon, c'était inhabituel. On était justement rue de la République, c'était les parents, c'était des roues-chaussées qui nous avaient accueillis là. C'était une cave qui faisait abri. Et on a passé toute la nuit avant la libération dans la cave. Et puis le matin, quand on est remonté, on nous a dit, ça y est, les Américains sont arrivés. Alors ils descendaient la rue Pierre-Viénot pour monter la rue de la République. Puis après, il y a eu plein de monde. Il y a eu la foule qui est arrivée place de l'Hôtel de Ville. Et mon père, il disait toujours qu'il se rappelle qu'il y avait quelqu'un qui avait voulu lui mettre un brassard FFI, mais il a refusé. Il dit non, comme j'ai pas fait de résistance du tout, je vois pas pourquoi qu'on me donnait ça.
il distribuait les brassards et féfis à qui voulait. J'ai vu comment c'était installé, quoi. Que cette jeune femme avait été tondue. Ben oui, c'était place de l'hôtel de ville. Ben oui, il y avait une espèce comme un échafaudage, enfin pas un échafaudage, comme une estrade. Et puis ben, là, elle a été tondue, là, cette pauvre fille. Puis évidemment, elle avait été huée. Hein. Enfin, nous n'oublierons pas d'évoquer les nombreux morts qu'ont connu l'établissement psychiatrique de Clermont et ses annexes de Fidjam et de Villers-sous-Herquerie. On estime qu'en France, entre 40 000 et 50 000 malades mentaux sont décédés dans les hôpitaux psychiatriques par manque de soins, de nourriture ou d'hygiène la plus élémentaire. Longtemps tue, cette hécatombe sortira de l'oubli à la fin des années 80 grâce au travail d'un médecin psychiatre. À Clermont, plus grand hôpital psychiatrique accueillant 4 484 malades en 1940, le nombre de morts dépasse les 3 000. C'est en 1999 qu'un monument est érigé au cimetière communal pour conserver la mémoire de ces milliers d'innocents disparus.